Les premières lueurs de l'aube parisienne filtraient à travers les hautes fenêtres du bureau de Clara Véron, mais elle était déjà là depuis 1 heure, 30 ans. Des cheveux châtains toujours tirés en chignon strict, elle incarnait la discrétion parfaite. Ses gestes étaient là précis, calculés, comme si chaque mouvement avait été répété 1000 fois. Ce matin-là, pourtant, quelque chose tremblait imperceptiblement dans ses mains alors qu'elle organisait l'agenda de Sébastien Delval. 7 mois. 7 longs mois depuis cette nuit à Lisbonne qui avait tout changé. Clara ferma les yeux un instant, se rappelant la pluie qui tambourinait contre les fenêtres de l'hôtel, l'erreur de réservation qui les avait placés au même étage, et cette conversation inattendue dans le bar désert. Sébastien, habituellement si distant, avait parlé de ses peurs, de la pression constante qui pesait sur ses épaules. Elle l'avait écouté sans jugement, offrant simplement sa présence dans le silence de cette nuit étrangère. Un seul instant d'humanité partagée, une seule nuit où les barrières étaient tombées. Mademoiselle Véron, la voix grave de Sébastien, la ramena brutalement au présent. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, impeccable dans son costume sombre, ses yeux gris-bleu la scrutant avec cette intensité qui la mettait toujours mal à l'aise. À 41 ans, Sébastien Delval était l'incarnation du pouvoir, héritier de l'empire pharmaceutique Delval Group, milliardaire respecté et craint à la fois. Mais Clara connaissait aussi l'homme qui se cachait derrière cette façade, celui qui buvait son café noir en regardant la Seine par la fenêtre, celui qui travaillait jusqu'à l'épuisement pour oublier sa solitude. « Monsieur Delval, bonjour !» Clara se leva prestement, lissant machinalement sa robe ample. Depuis 3 mois, elle avait consciencieusement choisi des vêtements qui dissimulaient les changements de son corps. Votre rendez-vous de 9 heures avec les investisseurs japonais a été décalé à 10 heures. J'ai pris la liberté de réorganiser votre matinée. Sébastien hocha la tête, mais son regard s'attarda sur elle plus longtemps qu'à l'ordinaire. Clara sentit son cœur s'accélérer. Avait-il remarqué quelque chose? Non, impossible. Elle avait été si prudente, si méticuleuse dans sa dissimulation. Parfait. Et la cérémonie de ce soir? La cérémonie. Clara déglutit difficilement. Le gala annuel de l'innovation pharmaceutique européenne où Delval Group recevrait le prix de l'excellence. Tout le gratin de l'industrie serait présent, ainsi que la presse spécialisée. Elle avait tenté de se faire porter malade, mais Sébastien avait insisté pour qu'elle l'accompagne. Elle connaissait tous les détails protocolaires mieux que quiconque. Tout est prêt, monsieur. Votre discours, les contacts prioritaires, la logistique. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Clara toussauta pour masquer son trouble. Je me suis permis de réserver une table en retrait pour moi. Je préfère rester discrète. Pour la première fois depuis des mois, Sébastien fronça les sourcils. En retrait? Vous êtes mon assistante principale, Clara. Votre place est à la table d'honneur. Je ne pense pas que ce soit approprié. Depuis quand décidez-vous de ce qui est approprié ou non? La question claqua dans l'air matinal. Sébastien s'approcha de son bureau, posant ses mains à plat sur le bois laqué. Vous avez été étrange ces derniers temps, distante, fatiguée. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Clara sentit le monde vaciller autour d'elle. Il était si proche qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, cette fragrance boisée qu'elle connaissait par cœur, si proche qu'elle pouvait voir les petites rides de concentration au coin de ses yeux. 7 mois qu'elle vivait avec ce secret qui la rongeait, 7 mois qu'elle protégeait à la fois sa dignité et la réputation de cet homme qui ne savait même pas qu'il allait être père. Non, monsieur, tout va bien. Le mensonge lui brûla la gorge. Je traverse simplement une période difficile, des problèmes personnels sans importance. Sébastien l'étudia longuement, et Clara eut l'impression qu'il pouvait lire à travers elle. Puis, à sa grande surprise, son expression se radoucit imperceptiblement. Si vous avez besoin de temps libre ou d'un congé... Non! La réponse fusa, trop vive, trop paniquée. Clara se reprit immédiatement. Je veux dire, j'ai besoin de travailler. Mon travail me stabilise. Un silence pesant s'installa entre eux. Clara baissa les yeux, fixant ses mains croisées sur ses genoux. Comment lui expliquer qu'elle avait peur? Peur de sa réaction, peur de perdre ce travail qui la faisait vivre, peur surtout qu'il puisse penser qu'elle avait planifié tout cela. Elle connaissait sa réputation avec les femmes, une succession de liaisons courtes avec des mannequins ou des héritières de son milieu. Jamais rien de sérieux, jamais d'engagement. Que pourrait-il voir en elle, assistante discrète issue de la classe moyenne, si ce n'est une opportuniste tentant de s'accrocher à sa fortune? Clara. Sa voix était devenue plus douce, presque tendre. Quoi qu'il se passe dans votre vie, sachez que vous pouvez compter sur moi. Vous n'êtes pas seulement mon assistante, vous êtes... Il s'interrompit,
comme s'il réalisait soudain la portée de ses mots. Clara leva les yeux vers lui, le cœur battant. Qu'allait-il dire? Qu'elle était importante pour lui? Qu'il pensait encore à cette nuit de Lisbonne? Vous êtes une employée précieuse, termina-t-il finalement, recouvrant instantanément sa froideur professionnelle. La déception frappa Clara comme une gifle. Bien sûr, une employée précieuse, rien de plus. Comment avait-elle pu espérer autre chose, ne serait-ce qu'un instant? Merci, monsieur Delval, j'apprécie votre confiance. Sébastien hocha sèchement la tête et se dirigea vers son bureau. Préparez le dossier Tanaka pour la réunion de 10 heures. Et Clara? Il se retourna une dernière fois. Ce soir, vous serez à la table d'honneur. C'est un ordre. Quand la porte se referma derrière lui, Clara s'effondra lentement sur sa chaise. Ce soir. Dans quelques heures, elle devrait se tenir debout devant tout le gratin pharmaceutique européen, dissimuler ce ventre qui s'arrondissait chaque jour davantage et faire semblant que tout allait bien. Elle posa instinctivement une main protectrice sur son abdomen, sentant le léger mouvement du bébé qui grandissait en elle, son enfant, leur enfant, celui que Sébastien ne connaîtrait peut-être jamais. Les larmes qu'elle retenait depuis des mois menacèrent de déborder. Combien de temps encore pourrait-elle maintenir cette mascarade? Combien de temps avant que quelqu'un ne remarque, ne pose des questions, ne fasse le rapprochement? Ce soir serait peut-être sa dernière épreuve. Après cela, elle trouverait une excuse pour démissionner, disparaître, élever son enfant loin de ce monde de pouvoir et d'apparence. Elle donnerait à Sébastien ce qu'il avait toujours voulu, une vie sans complications, sans attache, sans responsabilité personnelle. Même si cela signifiait sacrifier le seul homme qu'elle avait jamais aimé. L'après-midi glissait inexorablement vers le soir, et Clara sentait l'angoisse monter en elle comme une marée. Assise dans les toilettes de l'entreprise, elle observait son reflet dans le miroir avec une inquiétude grandissante. Même avec la robe noire soigneusement choisie, ample, avec une coupe empire qui masquait sa silhouette, elle ne pouvait plus ignorer l'évidence. À presque 8 mois de grossesse, son corps trahissait ses secrets malgré tous ses efforts. Un coup léger à la porte la fit sursauter. « Clara, c'est Margot. Ça va ?» Margot Dubois, responsable des relations publiques, était l'une des rares personnes au sein de Delval Group à avoir tenté de percer la carapace de discrétion de Clara. Trentenaire énergique aux cheveux roux flamboyants, elle possédait cette aisance sociale que Clara enviait secrètement. « Oui, j'arrive », répondit Clara en ajustant une dernière fois sa robe. Elle ouvrit la porte pour découvrir Margot qui l'attendait, vêtue d'une robe cocktail émeraude qui mettait en valeur sa silhouette élancée. « Mon Dieu, tu es magnifique !» s'exclama Margot, puis son regard se fit plus attentif. « Mais tu as l'air épuisé. Tu es sûre que ça va ?» Clara hocha la tête, évitant soigneusement le regard perçant de sa collègue. « Juste un peu de stress. Tu sais comme ces événements peuvent être. Qu'intense. » Margot l'étudia encore quelques secondes avant de sourire. « Allez, viens, la voiture de M. Delval nous attend. » Le trajet jusqu'au palais des congrès se déroula dans un silence relatif. Clara était assise à l'arrière de la berline noire, en diagonale de Sébastien qui consultait ses notes une dernière fois. Il était éblouissant dans son smoking sur mesure, ses cheveux bruns parfaitement coiffés, sa mâchoire rasée de près. Quand il levait les yeux vers elle, Clara détournait rapidement le regard vers les lumières de Paris qui défilaient derrière la vitre. « Clara, dit-il soudain, brisant le silence. Vous avez relu mon discours? Quelque chose à ajouter? Il est parfait, monsieur. Juste assez personnel pour être touchant, mais suffisamment professionnel pour rassurer les investisseurs. » Elle marqua une pause. « Votre père aurait été fier. » Sébastien se raidit imperceptiblement. Il parlait rarement de son père, décédé 3 ans plus tôt, qui avait dirigé l'empire Delval d'une main de fer. Clara avait franchi une ligne invisible, elle le savait, mais quelque chose dans l'expression vulnérable de Sébastien ce matin l'avait poussé à cette audace. « Merci », murmura-t-il finalement, et leur regard se croisa dans le reflet de la vitre. « Cela compte pour moi. » Le cœur de Clara se serra douloureusement. Dans quelques semaines, quand elle aurait disparu de sa vie, se souviendrait-il de ces moments, de cette complicité silencieuse qu'ils avaient construite au fil des mois? Le palais des congrès brillait de 1000 feux, ses façades illuminées accueillant le gratin de l'industrie pharmaceutique européenne. Des flashs crépitaient déjà sur le tapis rouge où mannequins, PDG et personnalités se succédaient devant les photographes. « Restez près de moi », murmura Sébastien à Clara tandis qu'ils descendirent de voiture. « La presse peut être envahissante. » Clara acquiesça, bien qu'elle eût préféré se fondre dans la masse des invités. Chaque pas vers l'entrée lui paraissait insurmontable.
chaque regard des journalistes comme un projecteur braqué sur son secret. À l'intérieur, la salle de réception bourdonnait de conversations en plusieurs langues. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés raffinés. Clara refusa poliment le champagne qu'on lui proposait. Encore un détail qui aurait pu éveiller les soupçons si quelqu'un avait fait attention. « Clara, Vérone !» Une voix masculine l'interpella. Elle se retourna pour découvrir Thomas Mercier, journaliste économique qu'elle avait déjà rencontré lors d'événements précédents, toujours fidèle au poste aux côtés du grand patron. « Comment faites-vous pour suivre son rythme effréné ?»« On s'habitue », répondit Clara avec un sourire contraint. Thomas rit et se pencha légèrement vers elle. « Entre nous, il y a des rumeurs qui circulent sur M. Delval. On dit qu'il serait plus ouvert aux relations personnelles ces derniers temps. Une idée de qui pourrait avoir touché son cœur de pierre. » Le sang de Clara se glaça. « Je ne m'occupe que de ses rendez-vous professionnels, monsieur Mercier. »« bien sûr, dit-il avec un clin d'œil complice. « Mais vous êtes sa plus proche collaboratrice. Si quelqu'un devait savoir... »« Excusez-moi, » l'interrompit Clara. « Je dois rejoindre monsieur Delval. » Elle s'éloigna rapidement, le cœur battant. « Des rumeurs? Depuis quand? Et surtout, que soupçonnait-on exactement ?» Elle retrouva Sébastien en grande conversation avec un groupe d'investisseurs allemands. Il la présenta brièvement avant de reprendre sa discussion sur les nouvelles molécules anticancéreuses développées par Delval Group. Clara l'observait, fascinée malgré elle par son aisance, sa capacité à jongler entre charme et autorité. « Mademoiselle Véron ?» Clara sursauta. Une femme élégante d'une 60aine d'années se tenait devant elle, un sourire maternel aux lèvres. « Madame Rousseau, de l'Association des femmes dirigeantes. Je me demandais... Pardonnez-moi ma curiosité, mais vous rayonnez ce soir. Il y aurait-il un heureux événement en perspective ?» Le monde s'arrêta autour de Clara. Cette question directe, posée avec une bienveillance apparente, était exactement ce qu'elle redoutait le plus. Elle ouvrit la bouche, cherchant désespérément une réponse, quand une main ferme se posa sur son épaule. « Madame Rousseau !» intervint Sébastien, d'une voix courtoise mais ferme. « Mademoiselle Véron préfère garder sa vie privée. Privée. J'espère que vous comprenez. » La femme rougit légèrement et s'excusa avant de s'éloigner. Sébastien se tourna vers Clara, son regard scrutateur. « Ça va ?»« Oui, merci de votre intervention. »« Clara. » Sa voix était basse, presque intime. « Si vous avez quelque chose à me dire... »« Mesdames et messieurs !» La voix du maître de cérémonie résonna dans la salle, interrompant leur conversation. « Nous vous invitons à gagner vos places pour la remise des prix. » Clara n'eût jamais été aussi reconnaissante d'une interruption. Elle suivit Sébastien vers la table d'honneur, bien trop consciente des regards qui se posaient sur eux. À la table, elle se retrouva assise entre Margot et un industriel belge bavard qui monopolisa heureusement la conversation. Pendant les discours qui se succédaient, Clara sentait la tension monter inexorablement. Bientôt, ce serait au tour de Sébastien de monter sur scène pour recevoir le prix de l'excellence. Et elle devrait l'accompagner pour les photos officielles. Quand le moment arriva enfin, Sébastien se leva avec cette élégance naturelle qui lui était propre. Il se tourna vers Clara et lui tendit la main. « Venez, ce prix, nous l'avons mérité ensemble. » Clara hésita une fraction de seconde. Sur l'estrade, sous les projecteurs, devant les caméras, c'était exactement ce qu'elle avait tenté d'éviter pendant des mois. Mais refuser maintenant éveillerait encore plus de soupçons. Elle prit sa main et se leva lentement, priant pour que sa robe continue de dissimuler son secret encore quelques minutes. Juste quelques minutes de plus. Les projecteurs éblouissants de la scène transformèrent la salle en un océan de visages flous. Clara sentait sa main trembler dans celle de Sébastien, tandis qu'ils se dirigeaient vers l'estrade. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un compte à rebours. Derrière eux, les applaudissements s'élevaient, ponctués par les clics incessants des appareils photo. « Détendez-vous » murmura Sébastien sans tourner la tête, sa voix juste assez forte pour qu'elle l'entende malgré le brouhaha. « Tout va bien se passer, si seulement il savait. » Clara força un sourire et resserra imperceptiblement sa main libre sur les plis de sa robe. Encore quelques marches, quelques photos, et elle pourrait regagner l'anonymat relatif de leur table. Le maître de cérémonie, un homme charismatique aux tempes argentées, leur fit signe d'approcher du pupitre central où trônait le trophée en cristal de l'excellence pharmaceutique européenne. « Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de remettre ce prix à monsieur Sébastien Delval, PDG de Delval Group, pour ses innovations révolutionnaires dans le traitement des maladies orphelines. » Les applaudissements redoublèrent. Sébastien lâcha brièvement la main de Clara pour serrer celle du présentateur et saisir le trophée. Dans la salle, Clara aperçut les visages tournés vers eux. Investisseurs, concurrents, journalistes,
tous ces gens qui scrutaient chaque détail, chaque geste. « Merci », commença Sébastien dans le micro, sa voix portant parfaitement dans l'acoustique parfaite de la salle. « Ce prix n'est pas seulement le mien. Il appartient à toute l'équipe de Delval Group, à nos chercheurs, nos laboratoires. » Son regard se posa sur Clara. « Et à ceux qui, dans l'ombre, rendent possible chaque innovation, chaque avancée. » Clara sentit ses joues s'empourprer. Pourquoi fallait-il qu'il la mette ainsi en lumière? Elle hocha discrètement la tête, tentant de se faire oublier, mais les caméras continuèrent de la filmer. « Mademoiselle Véron, » dit soudain le maître de cérémonie, « en tant qu'assistante personnelle de Monsieur Delval, voulez-vous nous rejoindre pour la photo officielle ?» Le piège se refermait. Clara ne pouvait plus reculer sans créer un incident. Elle s'avança vers le centre de la scène, chaque mouvement calculé pour préserver l'illusion. Mais alors qu'elle atteignait presque le pupitre, son talon droit se coinça dans l'ourlet de sa robe. Le déséquilibre fut brutal et inattendu. Clara vacilla, ses bras battant l'air pour retrouver son équilibre. Le temps sembla suspendu dans cette seconde d'éternité où elle sentit son corps basculer vers l'avant. Sébastien tendit instinctivement la main vers elle, mais il était trop loin. Ce fut Margot qui réagit la première. Ayant quitté sa table pour se rapprocher de la scène, elle bondit littéralement pour rattraper Clara par le bras. La collision entre les deux femmes fut douce, mais déterminante. Dans son élan pour stabiliser Clara, Margot passa instinctivement son bras autour de sa taille pour la soutenir, et c'est là que tout bascula. Sous la pression du geste protecteur, la robe soigneusement drapée de Clara se plaqua contre son corps, révélant sans équivoque possible la courbe prononcée de son ventre. Un ventre rond, plein, celui d'une femme enceinte de près de 8 mois. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Clara sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Elle redressa la tête, croisant d'abord le regard ébahi de Margot, puis celui, stupéfait, du maître de cérémonie. Mais c'est quand ses yeux trouvèrent ceux de Sébastien que son cœur cessa vraiment de battre. Il était devenu livide. Ses yeux gris-bleu habituellement si maîtrisés exprimaient un mélange de choc, d'incrédulité et quelque chose qui ressemblait douloureusement à de la trahison. Il fixait son ventre comme s'il voyait un fantôme, sa main serrant le trophée si fort que ses jointures avaient blanchi. « Clara », murmura-t-il, sa voix à peine audible malgré le micro. Dans la salle, les murmures commençaient à s'élever. Clara entendait des bribes de conversation, des exclamations étouffées, le bourdonnement sourd de centaines de voix qui chuchotaient. Les flashs des appareils photos se mirent à crépiter de plus belle, immortalisant ce moment qui détruisait sa vie. « Excusez-moi », balbutia Clara dans le micro le plus proche. Elle tenta de lisser sa robe, mais il était trop tard, bien trop tard. Le mal était fait, l'évidence exposée sous les projecteurs impitoyables. Thomas Mercier, dans les premiers rangs, avait sorti son téléphone et prenait des photos. D'autres journalistes l'imitaient. Dans quelques minutes, ces images feraient le tour des réseaux sociaux et des médias spécialisés. « Mesdames et messieurs », tenta de reprendre le maître de cérémonie, visiblement déstabilisé, « nous allons faire une pause technique. » Mais personne ne l'écoutait. Tous les regards étaient rivés sur Clara et Sébastien, figés face à face dans cette révélation qui les dépassait. Sébastien fit un pas vers elle, et Clara vit passer dans ses yeux une succession d'émotions, la surprise, la colère, la confusion, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la douleur profonde. « Combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix rauque, oubliant qu'ils étaient toujours devant les micros. « Sébastien ?» commença Clara, utilisant son prénom pour la première fois en public. « Combien de temps avez-vous su ?» répéta-t-il plus fort cette fois. Clara sentit les larmes monter, mais elle se refusa à craquer devant cette assemblée. Depuis le début, depuis Lisbonne, le choc se peignit sur le visage de Sébastien. 7 mois. Elle avait su pendant 7 mois et ne lui avait rien dit. Chaque jour, chaque réunion, chaque moment passé ensemble, tout avait été un mensonge. Pourquoi? Le mot sortit comme un cri étouffé. Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Comment expliquer devant tous ces gens qu'elle avait eu peur? Peur de sa réaction, peur de perdre son travail, peur qu'il pense qu'elle avait tout planifié. Comment dire qu'elle l'aimait trop pour vouloir le piéger? « Mesdames et messieurs », intervint soudain Margot d'une voix forte, prenant le micro, « nous vous prions de bien vouloir respecter la vie privée de nos collègues. Cette soirée célèbre les avancées scientifiques de Delval Group, concentrons-nous sur l'essentiel. » Mais il était évident que plus personne ne s'intéressait aux avancées scientifiques. Dans la salle, les conversations allaient bon train. Clara entendait son nom circuler, mélangé à des spéculations sur l'identité du père. Sébastien n'avait pas bougé. Il la regardait toujours, et Clara y lisait maintenant une colère froide qui lui glaçait le sang.
Pas la colère explosive qu'elle aurait pu comprendre, mais cette rage contenue, calculée, qui était 1000 fois pire. « Nous parlerons », dit-il finalement, sa voix redevenue parfaitement maîtrisée mais glaciale. « Demain, dans mon bureau, première heure. » Puis il se tourna vers l'Assemblée, reprit contenance avec cette facilité déconcertante des hommes habitués au pouvoir, et termina son discours de remerciement comme si rien ne s'était passé. Mais Clara savait que tout avait changé. En l'espace de quelques secondes, sa vie soigneusement construite venait de voler en éclats sous les projecteurs impitoyables de cette scène maudite. Et le plus douloureux, c'était l'expression qu'elle avait vue dans les yeux de Sébastien juste avant qu'il ne reprenne son masque de CEO imperturbable. Elle y avait lu autre chose que la colère ou la déception. Elle y avait lu de l'amour blessé. Clara n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assise dans son petit appartement de Belleville, elle avait regardé les heures s'égrener sur son réveil, redoutant chaque minute qui la rapprochait de 8 heures. Son téléphone n'avait cessé de vibrer. Messages de Margot, appels de journalistes qu'elle ignorait, notifications des réseaux sociaux qu'elle n'osait pas consulter. À 7h45, elle poussa les portes de Delval Group. Le hall d'accueil, habituellement animé par les conversations matinales, semblait étrangement silencieux. Clara sentait les regards peser sur elle, les chuchotements s'arrêter sur son passage. La nouvelle avait fait le tour de l'entreprise. Arrivée devant son bureau, elle découvrit que quelqu'un l'avait déjà remplacée. Une jeune femme blonde, impeccable dans son tailleur gris, était assise à sa place, réorganisant méticuleusement l'agenda de Sébastien. « Excusez-moi », dit Clara d'une voix mal assurée. La femme leva les yeux gênée. « Mademoiselle Véron, je suis Aurélie Moreau, assistante intérimaire. Monsieur Delval m'a demandé de prendre le relais temporairement. » Temporairement. Le mot résonna douloureusement dans l'esprit de Clara. Elle hocha simplement la tête et se dirigea vers le bureau de Sébastien. La porte était fermée, mais elle pouvait voir sa silhouette derrière les stores vénitiens. Elle frappa 3 coups discrets. « Entrez !» La voix était sèche, dénuée de toute chaleur. Clara poussa la porte et découvrit Sébastien debout face aux fenêtres, le dos tourné. Il portait un costume anthracite, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais Clara devinait la tension dans ses épaules. « Fermez la porte !» ordonna-t-il sans se retourner. Clara obéit et resta près de l'entrée, les mains croisées devant elle. Le silence s'étira, lourd de non-dits et de reproches muets. « 7 mois !» dit finalement Sébastien en se tournant vers elle. Ses yeux étaient d'un gris orageux qu'elle ne lui connaissait pas. « 7 mois, Clara. Vous avez travaillé à mes côtés, organisé mes rendez-vous, géré ma vie professionnelle, et pendant tout ce temps, » il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Sébastien Delval semblait perdre sa maîtrise légendaire. « Pendant tout ce temps, vous portiez mon enfant et vous ne m'avez rien dit. » Clara sentit sa gorge se serrer. « Je ne savais pas comment quoi ?» explosa-t-il soudain, sa voix claquant dans l'air matinal. « Comment me dire que j'allais être père? Comment me laisser le choix d'assumer mes responsabilités? Comment me faire confiance? Ce n'est pas une question de confiance. » Clara sentit ses propres émotions déborder. « Vous croyez que c'était facile pour moi? Que j'ai pris cette décision à la légère? Alors expliquez-moi. » Sébastien s'approcha d'elle, et Clara put voir la douleur qui se cachait derrière sa colère. « Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi de me voler ces mois, de me priver de voir grandir mon enfant, de me refuser le droit de vous accompagner, de vous soutenir. » Les larmes que Clara retenait depuis la veille se mirent à couler. « Parce que j'avais peur, peur de votre réaction, peur que vous pensiez que j'avais tout planifié pour vous piéger, peur de perdre mon travail, ma dignité. » « Me piéger ?» Sébastien eut un rire amer. « Clara, cette nuit à Lisbonne, vous croyez vraiment que j'étais si inconscient de mes actes ?» Clara le regarda surprise par cette question. Elle n'avait jamais osé espérer qu'il se souvienne de cette nuit avec la même intensité qu'elle. « Je me souviens de chaque instant, » continua-t-il d'une voix plus douce, « de votre main dans la mienne quand j'ai parlé de mon père, de la façon dont vous m'avez écouté sans me juger, de votre sourire quand nous avons partagé cette bouteille de vin rouge. » Il s'arrêta, fermant brièvement les yeux. « Je me souviens de tout, Clara, et jamais, pas un seul instant, je n'ai regretté. » Cette confession frappa Clara de plein fouet. Elle avait passé des mois à se convaincre que cette nuit n'avait été qu'un accident pour lui, une erreur qu'il préférait oublier. « Alors, pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi faire comme si rien ne s'était passé ?» Sébastien s'assit lourdement dans son fauteuil, soudain plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. « Parce que je suis un lâche, parce que j'ai eu peur de gâcher notre collaboration, parce que je ne savais pas si vous ressentiez la même chose. » Il releva les yeux vers elle, et Clara y vit une faille qu'elle n'avait jamais soupçonnée.
et parce que je ne voulais pas que vous vous sentiez obligé de quoi que ce soit envers moi. Vous méritez mieux qu'un homme qui ne sait pas exprimer ses sentiments. » Clara s'avança lentement vers le bureau, posant ses mains sur le bord en cuir. « Je n'ai jamais voulu vous cacher cette grossesse par mépris ou par calcul. J'ai voulu vous protéger votre réputation, votre tranquillité d'esprit. Je pensais que je pourrais élever cet enfant seul, discrètement, sans perturber votre vie. »« Ma vie ?» Sébastien se leva brusquement. « Clara, vous êtes ma vie. Depuis cette nuit à Lisbonne, depuis que j'ai découvert la femme extraordinaire qui se cachait derrière l'assistante parfaite, vous êtes devenue essentielle, et vous vouliez disparaître en emportant notre enfant. » Le mot « notre » résonna entre eux comme une promesse. Clara sentit son cœur s'emballer. « Je ne savais pas que vous... que nous... que je vous aimais ?» Sébastien contourna le bureau et se planta devant elle. « Je vous aime, Clara. Je vous aime depuis des mois. Mais j'étais trop orgueilleux, trop habitué à contrôler mes émotions pour l'admettre. Et maintenant, à cause de ma lâcheté et de votre peur, nous avons perdu ces mois précieux. » Clara leva les yeux vers lui, le cœur battant. « Vous m'aimez ? Je vous aime, » répéta-t-il, en caressant doucement sa joue humide de larmes. « Et j'aime déjà cet enfant que vous portez, notre enfant. » Il posa sa main libre sur le ventre de Clara et elle sentit le bébé bouger sous cette caresse inattendue. L'émotion qui traversa le visage de Sébastien était indescriptible. « Il bouge, » murmura-t-il émerveillé. « Elle, » corrigea Clara avec un petit sourire. « C'est une fille. » Sébastien la regarda, les yeux brillants. « Une fille, notre fille. » Ils restèrent ainsi quelques instants, unis par cette vie qu'ils avaient créée ensemble. Mais la réalité ne tarda pas à reprendre ses droits. « Les médias, » dit Clara d'une voix inquiète. « Ce matin, ils vont tous parler de nous, de la situation. » Le visage de Sébastien se durcit légèrement. « Laissez-moi m'occuper des médias. Mais Clara, » il prit ses mains dans les siennes, « je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je serai là, pour vous, pour notre fille, si vous me laissez cette chance. » Clara sentit un mélange d'espoir et de peur l'envahir. Tout n'était pas réglé, loin de là. Il y aurait les questions, les jugements, les difficultés à surmonter, mais pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus seule. « Oui, » murmura-t-elle, « je veux que vous soyez là. » Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel gris, mais dans ce bureau, quelque chose venait de renaître. Le téléphone de Sébastien n'avait cessé de sonner depuis 9 heures. Assis dans son bureau, il regardait Clara qui s'était installée dans le fauteuil en face de lui, une main protectrice posée sur son ventre. L'intimité de leur réconciliation matinale semblait déjà lointaine face à la réalité qui les rattrapait. « Monsieur Delval ?» Aurélie passa la tête par la porte entr'ouverte. « Margot Dubois demande à vous voir de toute urgence. Elle dit que c'est à propos de la situation. » Sébastien hocha la tête. « Faites-la entrer. » Margot apparut quelques secondes plus tard, tenant une tablette et plusieurs journaux. Ses cheveux roux étaient moins parfaitement coiffés qu'à l'ordinaire et ses traits trahissaient une nuit blanche. « Je ne vais pas y aller par 4 chemins, » annonça-t-elle en posant les journaux sur le bureau. « C'est un désastre médiatique. » Les titres s'étalaient en première page. Le secret de grossesse qui fait trembler Delval Group. Quand l'assistante tombe enceinte du milliardaire. Scandale dans la pharma. Elle cachait sa grossesse depuis des mois. Clara sentit la nausée l'envahir. Voir sa vie privée étalée ainsi, transformée en spectacle, lui donnait le vertige. « Et sur les réseaux sociaux ?» demanda Sébastien d'une voix tendue. Margot fit défiler sa tablette. Les hashtags Donna Delvalgate et Mimatch grossesse secrète sont en tendance depuis ce matin. Les commentaires sont variés. Certains vous soutiennent, d'autres accusent Clara d'opportunisme. Opportunisme. Clara releva la tête, indignée. J'ai tout fait pour éviter exactement ça. Je sais, dit Margot avec empathie. Mais les gens adorent les histoires de Cendrillon qui piègent le prince charmant. Peu importe la vérité. Sébastien se leva brusquement et commença à faire les 100 pas. Qu'est-ce que vous préconisez? Honnêtement, il faut sortir du silence. Plus vous attendez, plus les spéculations vont enfler. Je propose une interview exclusive avec un média de confiance pour contrôler le narratif. Non. Clara secoua la tête énergiquement. Je ne veux pas m'exposer davantage. Je ne veux pas que notre fille grandisse avec des images de sa mère en une des magazines People. Clara, intervint Sébastien en s'arrêtant près de son fauteuil, si nous ne réagissons pas, d'autres le feront à notre place, et leur version sera forcément pire que la réalité. Aurélie reparut dans l'encadrement. Pardon de vous déranger, mais il y a un homme de chez Investissement Hebdo au téléphone. Il dit avoir des informations compromettantes sur mademoiselle Véron et demande une réaction. Le sang de Clara se glaça.
Quel genre d'informations? Margot et Sébastien échangèrent un regard inquiet. « Passez-le-moi, » dit Sébastien. Il décrocha le téléphone sous les yeux anxieux de Clara. Sébastien Delval. « Oui, je vous écoute. »« Pardon ?» Son visage se durcit progressivement. « Ces accusations sont totalement infondées. Non, nous n'aurons aucun commentaire pour le moment. » Il raccrocha brutalement. Clara n'avait jamais vu cette expression sur son visage, un mélange de rage froide et de détermination. « Qu'est-ce qu'il voulait ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Il prétend avoir des témoignages selon lesquels vous auriez planifié cette grossesse dans le but de me faire chanter, que vous auriez même avoué à des collègues vouloir décrocher le gros lot. C'est complètement faux, » s'écria Clara, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais dit ça à personne. Je n'ai même parlé de ma grossesse à personne. »« Je sais, » dit Sébastien, en posant une main apaisante sur son épaule. « Mais quelqu'un alimente ces rumeurs, quelqu'un qui a intérêt à nous nuire. » Margot fronça les sourcils. « Ça pourrait venir de l'intérieur, un employé mécontent ou quelqu'un qui voudrait déstabiliser la direction. Ou un concurrent, » ajouta Sébastien sombrement. Les négociations avec le laboratoire japonais étaient cruciales. Si cette affaire fait chuter nos actions, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Aurélie qui répondit depuis son poste. Quelques secondes plus tard, elle réapparut, livide. « Monsieur Delval, c'est votre mère au téléphone. Elle semble très contrariée. » Clara sentit son estomac se nouer. Brigitte Delval, veuve de l'ancien PDG, était connue pour son caractère inflexible et ses opinions tranchées sur les convenances sociales. Cette femme avait toujours intimidé Clara lors de leurs rares rencontres officielles. « Passez-la-moi » soupira Sébastien. La conversation fut brève, mais intense. Clara entendait la voix stridente de Brigitte Delval à travers le combiné, même si elle ne distinguait pas les mots. Le visage de Sébastien se ferma progressivement. « Oui, maman, j'ai compris. Non, ce ne sont pas vos affaires, parce que je suis adulte et que je prends mes propres décisions. Au revoir. » Il raccrocha et se tourna vers Clara. « Elle arrive. Elle sera ici dans 1 heure. »« Pourquoi faire ?» demanda Clara, bien qu'elle redoute la réponse. « Pour me convaincre de nier la paternité et de vous licencier immédiatement. Selon elle, un test ADN prouverait que l'enfant n'est pas de moi et cette histoire disparaîtrait d'elle-même. » Clara eut l'impression de recevoir une gifle. « Et vous allez l'écouter » Sébastien la regarda avec une intensité qui la troubla. « Clara, il y a 1 heure, je vous ai dit que je vous aimais et que j'aimais déjà notre fille. Vous croyez vraiment que je changerai d'avis parce que ma mère me le demande ?» Margot observait la scène avec une attention professionnelle. « Il faut prendre une décision rapidement. Soit on subit les événements, soit on les devance. Sébastien, si tu veux protéger Clara et votre future famille, il faut que tu affiches publiquement ton soutien, sans ambiguïté. »« Comment ?» demanda Clara. « En assumant, complètement, publiquement. » Margot se tourna vers Sébastien. « Tu organises une conférence de presse cet après-midi. Tu confirmes la grossesse, tu assumes la paternité et tu expliques que vous avez choisi de garder cette relation privée jusqu'à présent. Et les accusations de chantage ?» demanda Sébastien. « Tu les dénonces comme des calomnies. Tu rappelles l'excellence professionnelle de Clara, son intégrité. Tu retournes la situation en montrant que c'est vous qu'on attaque injustement. » Clara secoua la tête. « Je ne veux pas que Sébastien sacrifie sa réputation pour moi. »« Clara, » dit Sébastien en s'agenouillant près de son fauteuil, « ma réputation ne vaut rien si je perds ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, c'est vous, c'est notre famille. » Il prit ses mains dans les siennes. « Faites-moi confiance, laissez-moi vous protéger cette fois. » À cet instant, le téléphone sonna à nouveau. Aurélie décrocha, écouta, puis raccrocha avec une expression catastrophée. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Margot. « L'agence France-Presse. Ils annoncent qu'un dossier anonyme avec des preuves de chantage va être publié cet après-midi sur Internet. » Le silence qui suivit était lourd de menaces. Clara comprit qu'ils ne subissaient plus seulement une tempête médiatique. Quelqu'un leur livrait une guerre déclarée. « Qui ?» murmura-t-elle. « Qui nous en veut à ce point ?» Sébastien se releva lentement, son visage transformé par une détermination glaciale. « Peu importe qui, ils ont fait une erreur en s'attaquant à vous. Margot, organisez cette conférence de presse pour 15 heures. Je vais leur montrer de quoi est capable un Delval quand on menace sa famille. » Brigitte Delval fit son entrée dans le bureau de son fils avec la prestance d'une reine déchue réclamant son trône. À 63 ans, elle incarnait l'élégance bourgeoise parisienne, cheveux argentés impeccablement coiffés, tailleur Chanel beige et ce regard perçant qui avait fait trembler 3 générations d'employés de Delval Group. Clara se leva instinctivement de son fauteuil, mais Brigitte ne lui accorda pas un regard. Ses yeux gris,
si semblables à ceux de son fils, étaient rivés sur Sébastien. « Maman, dit-il d'une voix neutre, asseyez-vous, je vous prie. Je préfère rester debout pour ce que j'ai à dire. » Brigitte posa son sac Hermès sur le bureau avec un bruit sec. « Sébastien, cette situation doit cesser immédiatement. » Le mépris dans sa voix, quand elle prononça le mot « situation », fit frissonner Clara. Elle connaissait cette femme depuis 4 ans, l'avait toujours servie avec déférence lors des réceptions officielles, mais jamais elle n'avait ressenti une telle hostilité. « De quelle situation parlez-vous exactement ?» demanda Sébastien en croisant les bras. « Ne jouez pas au plus malin avec moi. Vous savez très bien que cette fille essaie de vous piéger avec cette grossesse grotesque. Cette fille s'appelle Clara Véron, et c'est la mère de votre petite fille, » répliqua Sébastien d'une voix dangereusement calme. Brigitte eut un rire cristallin et méprisant. « Ma petite fille. Sébastien, voyons. Une assistante qui tombe enceinte après 4 ans de service irréprochable, le timing est un peu trop parfait, vous ne trouvez pas ?» Clara sentit la colère monter en elle, mais elle se força à garder le silence. Cette femme cherchait la confrontation, et elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. « Le timing parfait, » reprit Brigitte en se dirigeant vers la fenêtre, aurait été que cette liaison reste dans l'ombre où elle aurait dû rester. Votre père se retournerait dans sa tombe s'il voyait ce scandale. « Mon père ?» Sébastien se leva brusquement et Clara vit ses mâchoires se crisper. « Mon père qui a eu 3 maîtresses officielles pendant votre mariage, qui organisait ses rendez-vous galants dans les bureaux de cette même entreprise ?» Le visage de Brigitte se durcit. C'était différent. Votre père était discret. Il ne compromettait jamais la réputation familiale. Discret ? Sébastien eut un rire amer. Toute la presse économique était au courant de ses aventures. La différence, c'est qu'à l'époque, on fermait les yeux sur l'adultère des grands patrons. Clara observait cet échange avec fascination et malaise. Elle découvrait un pan de l'histoire familiale qui éclairait certains aspects de la personnalité de Sébastien. Sa méfiance envers l'engagement, sa peur de répéter les erreurs paternelles. « Madame Delval » intervint doucement Clara, ne pouvant plus supporter le silence. « Je comprends vos inquiétudes, mais je vous assure que vous ne comprenez rien du tout, » coupa Brigitte en se tournant vers elle. « Vous croyez que parce que vous attendez un enfant, vous allez entrer dans cette famille, devenir quelqu'un. »« Maman !» La voix de Sébastien claqua comme un fouet. « Ça suffit !» Mais Brigitte ne s'arrêta pas. « Combien voulez-vous ? 10 millions, 20, fixez votre prix, mais disparaissez. Élevez cet enfant loin d'ici, et nous vous verserons une pension confortable. » Clara sentit le monde vaciller autour d'elle. Cette femme lui proposait de l'argent pour qu'elle renonce à Sébastien, comme si leur histoire n'était qu'une transaction commerciale. « Je ne veux pas de votre argent, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais rien voulu d'autre que... » « Que quoi? L'amour de mon fils ?» Brigitte eut un sourire cruel. « Ma pauvre enfant, vous vous croyez dans un conte de fées. Sébastien fait son devoir, rien de plus. Dans 6 mois, quand la nouveauté sera passée, il se lassera comme son père s'est lassé de toutes ses passades. »« C'est faux, » dit Clara, mais sa voix manquait de conviction. Sébastien s'approcha de sa mère, et Clara vit dans ses yeux une colère qu'elle ne lui connaissait pas. « Maman, vous allez sortir de ce bureau, maintenant. »« Sébastien, maintenant !» rugit-il. « Et si jamais vous vous permettez encore d'insulter Clara ou de remettre en question ma paternité, vous n'aurez plus jamais l'autorisation de remettre les pieds dans cette entreprise. » Brigitte recula, visiblement choquée par la violence de la réaction de son fils. « Tu ne peux pas me faire ça. J'ai des parts dans cette société, j'ai des droits. Vous avez 15% non-votants que papa vous a légués par pitié. Moi, j'en ai 65% avec droit de vote. Voulez-vous vraiment tester ma détermination ?» Un silence de mort s'abattit sur le bureau. Clara n'avait jamais vu Sébastien dans cet état, transformé en prédateur, prêt à tout pour protéger les siens. Brigitte ramassa son sac avec des gestes saccadés. « Tu fais une erreur monumentale, Sébastien. Cette fille va te détruire. »« La seule erreur que j'ai faite, » répondit-il en ouvrant la porte, « c'est d'avoir attendu si longtemps pour vous tenir tête. » Quand Brigitte fut sortie, Sébastien se tourna vers Clara qui s'était effondrée dans son fauteuil, les mains tremblantes. « Elle a peut-être raison, » murmura Clara. « Peut-être que vous feriez mieux de... »« Clara, regardez-moi. » Sébastien s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « Ma mère a passé sa vie à subir les humiliations de mon père en silence, à préserver les apparences au détriment de son bonheur. Elle projette sa frustration sur nous. Mais si elle a raison, si vous vous lassez dans quelques mois... » Sébastien porta les mains de Clara à ses lèvres et y déposa un baiser tendre. « Clara, écoutez-moi bien. Mon père était un homme brillant en affaires, mais un échec total en tant qu'époux
Et père, j'ai passé mon enfance à promettre que je ne lui ressemblerais jamais. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Quand je vous ai rencontré, j'ai compris ce qui manquait à ma vie. Pas une femme trophée, pas une héritière convenable, mais une partenaire, quelqu'un qui me connaît vraiment, qui me comprend, qui me complète. Clara sentit les larmes couler sur ses joues. Vous en êtes sûr? J'en suis certain. Il caressa doucement son visage. Et dans 1 heure, je vais le dire au monde entier. À cet instant, Margot réapparut dans le bureau, tenant plusieurs feuilles. La conférence de presse est organisée. 15 heures précises, salle de réception du rez-de-chaussée. J'ai préparé les éléments de langage, mais Sébastien, il faut que vous sachiez. Le dossier anonyme a été publié il y a 10 minutes. Qu'est-ce qu'il contient? Demanda Clara d'une voix blanche. Margot consulta sa tablette. Des prétendus témoignages d'employés qui affirment vous avoir entendu dire que vous alliez ferrer le gros poisson. Une analyse graphologique bidon de vos emails prétendant prouver vos intentions manipulatrices. Et, elle hésita. Et quoi? Insista Sébastien. Et une photo de vous deux sortant ensemble de l'hôtel à Lisbonne avec un titre insinuant que tout était prémédité. Clara ferma les yeux. Quelqu'un les avait surveillés, photographiés, et avait attendu le bon moment pour frapper. Mais qui? Peu importe, dit Sébastien en se relevant. Dans 45 minutes, je vais détruire ces accusations une par une. Margot, préparez tout. Clara, il se tourna vers elle. Voulez-vous assister à la conférence? Clara réfléchit quelques secondes. Fuir serait plus facile, mais cela donnerait raison à tous ceux qui l'accusèrent de lâcheté. Oui, dit-elle finalement, je veux être là quand vous leur direz la vérité. La salle de réception de Delval Group n'avait jamais connu une telle affluence. Journalistes, photographes, équipes de télévision se pressaient dans l'espace habituellement dédié aux cocktails de l'entreprise. Clara observait ce chaos depuis les coulisses, le cœur battant à tout rompre. « Vous n'êtes pas obligé de rester », murmura Margot en ajustant le micro-cravate de Sébastien. « Vous pourriez regarder depuis mon bureau. » Non. Clara serra les poings pour contrôler leur tremblement. « Si Sébastien prend ce risque pour nous, je dois être là. » Sébastien vérifia une dernière fois ses notes, puis se tourna vers Clara. Dans son costume bleu marine, il incarnait l'autorité et la détermination, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. « Quoi qu'il arrive là-dedans, » dit-il en s'approchant d'elle, « quoi qu'ils disent ou insinuent, souvenez-vous que je vous aime, vous et notre fille. » Il déposa un baiser léger sur son front, un geste si tendre que Clara sentit sa gorge se serrer. « Monsieur Delval ?» Un technicien lui fit signe. « Nous sommes prêts. » Sébastien inspira profondément et poussa les portes de la salle. Instantanément, les flashs crépitèrent et un brouhaha de voix s'éleva. Clara le suivit à distance, prenant place sur une chaise discrète sur le côté de l'estrade. « Mesdames et messieurs, » commença Sébastien d'une voix ferme, « merci d'être venus si nombreux. Je vais faire une déclaration, puis je répondrai à vos questions. » Il marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. Clara reconnut plusieurs visages. Thomas Mercier au premier rang, des journalistes de la presse économique, des correspondants de chaînes de télévision nationales. Hier soir, lors de la cérémonie du prix de l'excellence pharmaceutique, vous avez découvert que mademoiselle Clara Véron, mon assistante personnelle, attend un enfant. Sa voix porta parfaitement dans le silence attentif. Je suis ici aujourd'hui pour confirmer officiellement que je suis le père de cet enfant. Un murmure parcourut l'assemblée. Des mains se levèrent immédiatement, mais Sébastien leva la sienne pour demander le silence. Avant de répondre à vos questions, je souhaite rétablir certaines vérités face aux rumeurs et accusations qui circulent depuis ce matin. Il sortit son téléphone et fit défiler l'écran. On m'a transmis un dossier anonyme contenant de prétendues preuves que mademoiselle Véron aurait planifié cette grossesse dans un but mercantile. Ces accusations sont non seulement fausses, mais diffamatoires. Thomas Mercier leva la main. Monsieur Delval, comment expliquez-vous alors que cette grossesse ait été dissimulée pendant des mois? Sébastien regarda Clara brièvement avant de répondre. La dissimulation était un choix commun, motivé par notre volonté de préserver notre vie privée et de protéger l'entreprise d'éventuelles spéculations. Mais enfin, intervint une journaliste de TF1, une relation entre un PDG et son assistante soulève des questions d'éthique professionnelle. En effet, acquiesça Sébastien. C'est pourquoi mademoiselle Véron ne sera plus mon assistante personnelle. Elle occupera désormais un poste de consultante senior en relations internationales pour lequel ses compétences la destinent depuis longtemps. Clara écarquilla les yeux. Il ne lui en avait jamais parlé. Une promotion? Maintenant? Monsieur Delval, reprit Thomas Mercier, les témoignages publiés ce matin affirment que mademoiselle Véron aurait déclaré vouloir ferrer le gros poisson.
Comment réagissez-vous? Le visage de Sébastien se durcit. Ces témoignages sont des mensonges. J'ai fait analyser ce dossier par notre service juridique. Les prétendus emails ont été trafiqués, l'analyse graphologique provient d'un institut inexistant et les témoins cités n'existent pas dans nos effectifs. Il marqua une pause dramatique. Quelqu'un orchestre une campagne de diffamation contre nous. Nous allons porter plainte pour diffamation et manipulation de preuves. Qui soupçonnez-vous? Demanda la journaliste de TF1. L'enquête le déterminera, mais je peux vous assurer que nous remonterons jusqu'à la source. Une main se leva au fond de la salle. Monsieur Delval, si vous aimez vraiment cette femme, pourquoi ne pas l'avoir épousée avant qu'elle tombe enceinte? Clara sentit son cœur s'arrêter. La question qu'elle redoutait le plus. Sébastien resta silencieux quelques secondes et Clara vit passer plusieurs émotions sur son visage. Puis, à sa grande surprise, il se tourna vers elle. « Clara, voulez-vous me rejoindre ?» Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Toutes les caméras se braquèrent sur elle, tandis qu'elle se levait lentement. Ses jambes tremblaient, mais elle parvint à rejoindre Sébastien au pupitre. Il prit sa main dans la sienne face aux objectifs. « Mademoiselle Véron et moi nous connaissons depuis 4 ans. Elle est la femme la plus intègre, la plus courageuse et la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Si je ne l'ai pas épousée plus tôt, c'est parce que j'étais un lâche. » Sa voix se fit plus douce, plus intime, comme s'il ne s'adressait qu'à elle. J'avais peur de mes sentiments, peur de répéter les erreurs de mon père, peur de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'elle méritait. Clara sentit les larmes monter. Autour d'eux, le silence était total. « Cette grossesse n'a pas été planifiée, » continua Sébastien, « mais elle a été le plus beau cadeau de ma vie, parce qu'elle m'a forcé à affronter mes peurs, à admettre que j'aimais cette femme depuis des mois et à reconnaître que je voulais construire une famille avec elle. » Il se tourna complètement vers Clara, oubliant visiblement les caméras. « Clara, vous m'avez sauvé de moi-même. Vous m'avez appris ce qu'était l'amour véritable. Et si vous voulez bien de moi... » Il lâcha sa main et, à la stupéfaction générale, s'agenouilla devant elle, sortant un écrin de sa poche. « Clara Véron, voulez-vous m'épouser ?» La salle explosa. Flash, exclamations, questions fusèrent de toutes parts. Clara regardait l'homme qu'elle aimait, agenouillé devant elle, tenant une bague de fiançailles qu'elle n'avait jamais vue. « Comment ?» balbutia-t-elle. « J'ai appelé le joaillier ce matin, pendant que vous étiez avec Margot. Je me suis dit que si j'allais tout révéler au monde, autant le faire complètement. » Clara regarda cette bague, puis les yeux de Sébastien, puis toutes ces caméras qui immortalisaient ce moment. Quelques heures plus tôt, elle était une femme brisée, humiliée, terrifiée. « Et maintenant, oui, » murmura-t-elle, puis plus fort, « oui, je veux vous épouser. » Sébastien se releva et la prit dans ses bras sous les applaudissements nourris de l'assemblée. Quand il l'embrassa, Clara oublia les caméras, les questions, les accusations. Il n'y avait plus que cet homme qui venait de risquer sa réputation, sa carrière, son empire familial pour elle. Quand ils se séparèrent, Thomas Mercier était debout. « Monsieur Delval, c'est la demande en mariage la plus spectaculaire que j'ai jamais vue. Avez-vous d'autres surprises ?» Sébastien sourit, gardant Clara contre lui. « Oui, nous nous marions le mois prochain, avant la naissance de notre fille. Et contrairement aux rumeurs, ce ne sera pas un mariage d'intérêt, mais un mariage d'amour. » Il regarda Clara avec une intensité qui la fit frissonner. « Le plus grand amour de ma vie. » Dans la cohue de questions qui suivit, Clara ne put s'empêcher de sourire. Quelqu'un avait voulu les détruire, mais avait réussi l'inverse. Les unir encore plus fort. Restait à découvrir qui et pourquoi. 2 jours après la conférence de presse, l'appartement de Clara était devenu un refuge assiégé. Bouquet de journalistes campaient devant son immeuble, l'obligeant à se réfugier temporairement chez Sébastien, dans son penthouse du 16e arrondissement. Assise dans le grand salon, aux baies vitrées donnant sur les Champs-Élysées, Clara observait Sébastien qui faisait les 100 pas, téléphone collé à l'oreille. Depuis 48 heures, il jonglait entre félicitations, demandes d'interview et réunions d'urgence avec les avocats. « Oui, maître Roussel, je comprends. Non, nous maintenons notre plainte. Et parfait, tenez-moi au courant. » Il raccrocha et se tourna vers Clara, l'expression soucieuse. « Des nouvelles de l'enquête ?» demanda-t-elle en caressant machinalement son ventre. Les experts informatiques ont confirmé que les emails du dossier ont été truqués, mais ils sont très sophistiqués. Cela nécessite des compétences techniques avancées. Sébastien s'assit près d'elle sur le canapé. « Maître Roussel pense que nous pourrions remonter la piste d'ici quelques jours. » Clara hocha la tête, mais quelque chose la tracassait. « Sébastien, cette photo de nous à Lisbonne, qui pouvait savoir que nous étions ensemble ce soir-là? Personne. C'était un hasard complet, cette erreur de réservation. » Il s'arrêta, fronçant les sourcils. «
Attendez, qui s'occupait des réservations pour cette conférence? Le service voyage de l'entreprise, comme d'habitude. Mais Clara se redressa brusquement. Un souvenir venait de refaire surface. Sébastien, vous vous souvenez de votre ancien assistant, Julien Mercier? Julien? Sébastien parut surpris. Bien sûr, il a travaillé pour moi pendant 2 ans avant votre arrivée. Pourquoi? Il s'occupait des voyages d'affaires à l'époque. Et Clara hésita. Il y a eu cette histoire étrange quand il est parti. Il prétendait que vous aviez promis de le promouvoir, mais j'ai découvert qu'il vendait des informations confidentielles à nos concurrents, termina Sébastien d'une voix dure. Je l'ai licencié sur le champ. Il a même tenté de me faire chanter avec de prétendues preuves de mes irrégularités fiscales. Clara sentit un frisson la parcourir. Vous croyez qu'il pourrait être derrière tout ça? Avant que Sébastien puisse répondre, la sonnette de l'appartement retentit. Il consulta l'interphone vidéo et fronça les sourcils. Margot? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Il lui ouvrit et Margot apparut quelques minutes plus tard, visiblement agitée. Ses cheveux roux étaient ébouriffés et elle tenait son téléphone d'une main tremblante. « Il faut que vous voyiez ça », dit-elle sans préambule en leur tendant son téléphone. « Je viens de recevoir cet appel, écoutez. » Elle activa un enregistrement. Une voix masculine, déformée par un modulateur, résonna dans le salon. « Mademoiselle Dubois, j'espère que votre patron a apprécié ma petite mise en scène, mais ce n'était que le début. S'il croit pouvoir humilier les gens impunément, il se trompe. Qui êtes-vous? Demandait la voix de Margot dans l'enregistrement. Disons, quelqu'un qui connaît très bien les secrets de Delval Group. Et je ne suis pas le seul. Si Sébastien Delval veut protéger sa petite famille, il ferait mieux de démissionner. Sinon, d'autres révélations suivront. Des révélations qui détruiront définitivement sa réputation. L'enregistrement s'arrêta. Clara sentit son sang se glacer. Il a raccroché après ça, expliqua Margot. Mais Sébastien, c'est clairement du chantage. Il faut prévenir la police. Non, dit Sébastien d'une voix dangereusement calme. D'abord, nous allons découvrir qui c'est. Cette voix, elle me dit quelque chose. Il se leva et se dirigea vers son bureau. Margot, pouvez-vous me renvoyer cet enregistrement? Je vais le faire analyser. Déjà fait, dit Margot en consultant son téléphone. Envoyé. Pendant que Sébastien transférait le fichier à ses experts, Clara réfléchissait intensément. Quelque chose dans cette menace la troublait. Sébastien, dit-elle soudain, vous avez dit que Julien Mercier vous avait fait chanter. Avec quoi exactement? De faux documents suggérant que j'évadais des impôts via des comptes offshore. C'était ridicule. Mais il pensait que je paierais pour éviter le scandale. Sébastien releva la tête. Pourquoi? Parce que s'il a essayé une fois, il peut recommencer. Et s'il a gardé des contacts dans l'entreprise, il pourrait avoir des complices, termina Margot. Quelqu'un qui lui donne des informations de l'intérieur. À cet instant, le téléphone de Sébastien sonna. Il décrocha immédiatement. Oui, vraiment? Vous en êtes sûr? Excellent travail. Envoyez-moi tout par email sécurisé. Il raccrocha avec un sourire qui n'avait rien de rassurant. L'analyse vocale, expliqua-t-il. Sous la déformation électronique, ils ont retrouvé les caractéristiques de la voix originale. Et grâce à nos archives de réunions enregistrées, qui est-ce? Demanda Clara. Julien Mercier, sans aucun doute possible. Margot se laissa tomber dans un fauteuil. Mais comment a-t-il pu orchestrer tout ça? Les faux témoignages, les documents truqués? Parce qu'il n'est pas seul, dit Sébastien en consultant ses emails. Regardez ça. Il tourna son ordinateur vers elle. L'écran montrait une série de connexions suspectes au réseau informatique de Delval Group. Quelqu'un, depuis l'intérieur, lui a donné accès à nos serveurs. Quelqu'un qui connaît nos codes, nos procédures. Clara sentit son cœur s'emballer. Qui a accès à ce niveau d'information? Sébastien consulta une autre fenêtre. Une dizaine de personnes maximum. La direction informatique, les cadres supérieurs et... Il s'arrêta net. Et qui? Insista Margot. Et ma mère. Le silence qui suivit était assourdissant. Clara repensa à la visite de Brigitte Delval, à sa hargne, à ses menaces à peine voilées. « Vous croyez qu'elle... » commença Clara. « Qu'elle aurait conspiré avec Julien pour me faire chanter ?» Sébastien semblait incrédule. « C'est ma mère, bon sang. Une mère qui vient de vous menacer de vous déshériter si vous m'épousiez, » rappela doucement Clara. « Une mère qui a accès à tous les fichiers confidentiels de l'entreprise grâce à son statut d'actionnaire. » Margot consulta son téléphone. « Il y a un moyen de le savoir. Les logs de connexion. Si elle s'est connectée au système ces dernières semaines... » Sébastien hésita, puis tapa quelques commandes. L'écran afficha l'historique des connexions de Brigitte Delval. 3 accès suspects. Le premier 1 semaine après la conférence de Lisbonne. Le second la veille du gala. Le troisième, le matin même de la conférence de presse.
Mon Dieu, murmura Sébastien. Elle savait tout depuis le début. Clara sentit un mélange de tristesse et de colère l'envahir. Cette femme avait orchestré leur humiliation publique par pure vengeance. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Margot. Sébastien ferma l'ordinateur d'un geste sec. « Maintenant, nous allons rendre une petite visite à ma mère, et elle va nous expliquer exactement ce qu'elle et Julien Mercier ont mijoté ensemble. » Il se tourna vers Clara, son regard brillant d'une détermination farouche. « Personne ne s'attaque à ma famille impunément, même pas ma propre mère. » Clara posa sa main sur la sienne. Malgré la douleur de cette trahison familiale, elle sentait que leur épreuve touchait à sa fin. Bientôt, ils pourraient enfin commencer leur nouvelle vie ensemble, libérés des fantômes du passé. L'hôtel particulier de Brigitte Delval, dans le 7e arrondissement, avait toujours impressionné Clara, mais ce soir, alors qu'elle gravissait les marches de marbre aux côtés de Sébastien, l'imposante façade haussmannienne lui paraissait menaçante, presque hostile. Sébastien avait insisté pour qu'elle l'accompagne. « Elle vous a attaqué personnellement », avait-il dit. « Vous avez le droit d'entendre ses explications. » Margot les attendait dans la voiture, prête à prévenir la police si nécessaire. Dans la poche de Sébastien, un enregistreur discret capturerait chaque mot de cette confrontation. La femme de chambre qui leur ouvrit sembla surprise de les voir ensemble. « Monsieur Sébastien, madame ne vous attendait pas. Nous ne resterons pas longtemps, » répondit-il d'un ton glacial. « Où est-elle ?»« Dans le salon bleu, monsieur. Mais elle reçoit... » Sébastien n'attendit pas la fin de la phrase et se dirigea vers le salon, Clara sur ses talons. Ils poussèrent les portes sculptées et découvrirent une scène qui confirma leurs pires soupçons. Brigitte Delval était assise dans son fauteuil Louis XVI habituel, mais elle n'était pas seule. En face d'elle, un homme de 35 ans environ sirotait du champagne avec une désinvolture troublante. Grand brun, il avait conservé cette prestance que Clara lui connaissait du temps où il travaillait pour Sébastien, Julien Mercier. « Bonsoir Sébastien », dit-il avec un sourire narquois. « Clara, toutes mes félicitations pour vos fiançailles. Quel romantisme, cette demande en public. »« Julien », répondit Sébastien d'une voix dangereusement calme, « je me demandais quand nous aurions enfin cette conversation. » Brigitte Delval posa sa tasse de thé avec un tintement délicat. Elle ne semblait ni surprise ni embarrassée par leur intrusion. « Sébastien, ma chérie, et cette... personne. » Son regard glissa sur Clara avec un mépris non dissimulé. « J'espère que vous ne venez pas troubler ma soirée avec vos récriminations. » « Vos récriminations ?» Sébastien avança vers le centre du salon. « Maman, nous savons tout. Les connexions pirates, le dossier truqué, les faux témoignages, tout. » Julien éclata de rire, un son désagréable qui résonna dans la pièce feutrée. « Toujours aussi naïf, Sébastien. Tu croyais vraiment que vous pourriez vous afficher ensemble sans conséquence ? Expliquez-vous, » ordonna Clara d'une voix ferme. « Pourquoi cette haine ? Cette haine ?» Julien se leva, reposant sa coupe avec violence. « Clara, vous ne comprenez donc rien. Cet homme vous a détruite. »« Julien, taisez-vous » intervint Brigitte sèchement. Mais Julien ne l'écoutait plus. Des mois de ressentiment explosaient enfin. « Vous savez ce que j'étais avant de travailler pour lui. Un assistant dévoué, loyal, qui avait sacrifié sa vie personnelle pour cette entreprise. Et comment a-t-il récompensé ma fidélité ?» Il se tourna vers Sébastien, les yeux brillants de colère. « En me licenciant pour quelques informations transmises à des amis journalistes. Rien de confidentiel, juste de quoi leur rendre service. » « Quelques informations ?» Sébastien eut un rire incrédule. « Julien, vous avez vendu nos stratégies de recherche à nos principaux concurrents. Vous avez failli ruiner 3 ans de développement. »« Mensonge !» cracha Julien. « Vous cherchiez un prétexte pour me remplacer par elle. » Il pointa un doigt accusateur vers Clara. « Cette petite souris discrète qui vous faisait de l'œil depuis des mois. » Clara sentit la colère monter. « Comment osez-vous ? Comment j'ose ?» Julien s'approcha d'elle, menaçant. « Vous croyez que je n'ai pas vu votre petit manège? Vos sourires, vos attentions, votre dévouement calculé? Vous avez joué la carte de l'assistante parfaite pour arriver à vos fins. Ça suffit, » rugit Sébastien en s'interposant. « Éloignez-vous d'elle. »« Ou quoi ?» défia Julien. « Vous allez me faire arrêter? Avec quelle preuve? Un enregistrement truqué? Des logs informatiques que n'importe quel expert pourrait contester ?» Brigitte Delval se leva enfin, lissant sa robe avec une élégance étudiée. « Mes chers enfants, cette discussion devient vulgaire. Julien, vous en avez assez dit. »« Non, Brigitte, » explosa Julien. « Vous m'avez promis qu'il paierait. Vous m'avez promis qu'on le détruirait. Vous m'avez promis, » répéta Sébastien en fixant sa mère. « Maman, qu'est-ce que vous lui avez promis exactement ?» Brigitte le toisa avec une froideur glaciale. « Ce qu'il méritait. »
une revanche contre l'homme qui a brisé sa carrière par caprice. Par caprice? Sébastien secoua la tête, incrédule. Maman, cet homme nous a trahis. Il a eu le malheur de ne pas être Clara Véron, coupa Brigitte. Voilà son vrai crime. Être un homme intelligent et compétent que vous avez sacrifié pour cette personne. Le silence qui suivit était lourd de révélations. Clara comprenait enfin. La haine de Brigitte n'était pas dirigée seulement contre elle, mais contre ce qu'elle représentait. Un changement dans la vie de son fils qu'elle ne contrôlait pas. « Vous étiez jalouse, » murmura Clara. « Jalouse de perdre votre emprise sur lui. » Brigitte la gifla. Le claquement résonna dans le salon comme un coup de fouet. Sébastien explosa. En 3 enjambées, il fut devant sa mère, la dominant de toute sa taille. « Ne la touchez plus jamais. Plus jamais, vous m'entendez. »« Ou sinon quoi ?» siffla Brigitte. « Vous allez me renier, comme vous avez renié vos devoirs familiaux pour cette roturière enceinte ?»« Mes devoirs familiaux ?» Sébastien eut un rire amer. « Maman, mes devoirs sont envers ma femme et ma fille, envers la famille que nous construisons ensemble, pas envers vos rêves de grandeur dépassée. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Maître Roussel, Sébastien Delval. Je vous appelle depuis le domicile de ma mère. Oui, nous avons les aveux complets. Parfait, nous vous attendons. » Julien pâlit. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Ce que j'aurais dû faire il y a des mois, » répondit Sébastien. « Vous faire arrêter pour chantage, diffamation, piratage informatique et complicité de tentative d'extorsion. » « Sébastien, » Brigitte agrippa le bras de son fils. « Vous ne pouvez pas faire ça, je suis votre mère. Vous étiez ma mère, » corrigea-t-il en se dégageant. Une mère ne cherche pas à détruire le bonheur de son enfant. Il se tourna vers Clara et prit doucement son visage entre ses mains. « Ça va? Elle ne vous a pas fait mal ?» Clara secoua la tête, touchée par cette tendresse au milieu de la tempête. « Ça va, mais vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?»« Certain. » Sébastien l'embrassa sur le front. « Il est temps que justice soit rendue. » Dehors, les sirènes de police se rapprochaient. Dans le salon bleu de l'hôtel particulier, 2 mondes s'affrontaient, celui du passé, fait de calculs et de rancœurs, et celui de l'avenir, construit sur l'amour et la vérité. Clara posa une main protectrice sur son ventre. Bientôt, leur fille naîtrait dans un monde débarrassé de ses fantômes, un monde où l'amour avait enfin triomphé des mensonges. 3 mois plus tard, les premiers rayons du soleil de juin filtraient à travers les rideaux de la chambre d'hôpital privé, baignant la pièce d'une lumière dorée. Clara observait le petit visage endormi de sa fille, blotti contre son sein. Léa Delval était née la veille, après 8 heures de travail, et Clara n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était réellement là. « Elle a tes yeux », murmura Sébastien, assis dans le fauteuil près du lit, encore vêtu du pyjama d'hôpital qu'il avait enfilé pour assister à l'accouchement. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses traits tirés par l'émotion et le manque de sommeil, mais son sourire était radieux. « Non, elle a les tiens », répondit Clara en caressant délicatement la joue de Léa, ses yeux gris-bleu que j'aime tant. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée dramatique chez Brigitte Delval. 3 mois pendant lesquels leur vie avait été transformée de fond en comble. Julien Mercier avait été arrêté et inculpé pour chantage et piratage informatique. Il purgeait désormais une peine de 2 ans de prison avec sursis et une interdiction de s'approcher de Delval Group. Brigitte Delval, elle, avait échappé aux poursuites judiciaires grâce à un accord négocié par ses avocats, mais elle avait dû céder ses parts dans l'entreprise et s'installer définitivement dans sa villa de Nice. Le jour où elle avait signé l'acte de vente, elle n'avait pas adressé un seul regard à son fils. « Tu crois qu'elle nous pardonnera un jour ?» avait demandé Clara à Sébastien ce soir-là. « Je ne sais pas », avait-il répondu honnêtement. « Et je ne suis plus sûr de m'en soucier. Nous avons notre propre famille maintenant. » Leur mariage avait eu lieu 1 mois plus tôt, dans l'intimité du château de Fontainebleau. Clara, radieuse dans une robe de soie ivoire spécialement conçue pour sa silhouette de femme enceinte, avait prononcé ses vœux devant une assemblée restreinte d'amis proches et de collègues. Margot avait été sa demoiselle d'honneur, et Thomas Mercier, qui s'était excusé publiquement pour ses articles sensationnalistes, avait couvert l'événement avec une élégance respectueuse. « Regarde-moi ça », dit Sébastien, en sortant son téléphone. « Les actions de Delval Group ont encore grimpé hier. Le marché apprécie notre nouvelle stratégie familiale. » Clara sourit. L'entreprise se portait mieux que jamais depuis leur réconciliation publique. Les investisseurs avaient interprété leur histoire d'amour comme un signe de stabilité et de maturité de la part de leur PDG. Plusieurs contrats majeurs avaient été signés et Clara, dans son nouveau poste de consultante senior, avait déjà négocié 3 partenariats internationaux depuis son congé maternité. « Et nos papiers ?» demanda-t-elle.
Signé et déposé ce matin. L'appartement de Neuilly est officiellement à nous. Léa aura son jardin pour grandir. Ils avaient acheté un magnifique appartement avec terrasse dans un immeuble haussmannien de Neuilly-sur-Seine, loin de l'agitation du centre parisien, mais assez proche pour que Sébastien puisse continuer à diriger l'entreprise. Clara avait insisté pour contribuer financièrement à l'achat, utilisant l'héritage de ses grands-parents qu'elle avait soigneusement économisé pendant des années. Madame Delval, une infirmière souriante, passa la tête par la porte. « Vous avez des visiteurs qui attendent. Dois-je les faire entrer ?»« Qui est-ce » demanda Clara. « Margot Dubois et un monsieur qui dit être votre nouveau grand-père honoraire. » Clara et Sébastien échangèrent un regard amusé. « Faites-les entrer. » Margot apparut la première, les bras chargés d'un énorme bouquet de pivoines blanches et d'un paquet cadeau. Derrière elle, un homme de 70 ans environ, élégant dans son costume de tweed, tenant une petite peluche licorne. « Clara, ma chérie !» Margot déposa délicatement un baiser sur sa joue. « Comment te sens-tu ?»« Épuisée et heureuse, » répondit Clara. « Margot, je vous présente mon père adoptif, Henri Véron. Papa, voici Margot, et bien sûr, Sébastien. » Henri Véron s'approcha du lit, avec cette tendresse particulière des grands-pères pour leur première petite-fille. Veuf depuis 5 ans, cet ancien professeur de littérature avait élevé Clara depuis l'âge de 8 ans, après la mort de ses parents dans un accident de voiture. « Mon petit cœur, murmura-t-il en regardant Léa, elle est absolument parfaite. Elle vous ressemble, Clara, ajouta Margot. Cette petite bouche, ce nez délicat et ce caractère bien trempé, plaisanta Sébastien. Elle n'a pas arrêté de donner des coups de pied pendant l'accouchement. Henri s'assit près de Clara et posa doucement sa main ridée sur celle de sa fille adoptive. « Tu sais, ma chérie, ta mère aurait été si fière de toi, de la femme que tu es devenue, de cette famille que tu as construite. » Clara sentit les larmes monter. Henri avait toujours eu le don de dire exactement ce qu'il fallait au bon moment. « Et vous, jeune homme ?» dit Henri en se tournant vers Sébastien. « J'espère que vous mesurez la chance que vous avez. Chaque jour, monsieur Véron, chaque jour. Bien, dans ce cas, appelez-moi Henri. Nous sommes de la même famille maintenant. » Margot ouvrit le paquet cadeau, révélant un album photo en cuir gravé au nom de Léa. « Pour ses premières années, » expliqua-t-elle, « j'ai pris la liberté de rassembler quelques photos de vos fiançailles et de votre mariage, pour qu'elle comprenne un jour l'amour qui l'a amenée au monde. » Clara feuilleta l'album avec émotion. Les photos racontaient leur histoire, celle de Lisbonne retrouvée dans les archives de l'hôtel, leur réconciliation dans le bureau, la demande en mariage public, leur mariage intime. Et maintenant cette chambre d'hôpital où tout recommençait. « Il y a autre chose, » dit Margot en sortant une enveloppe. « Une lettre qui est arrivée ce matin au bureau, pour vous deux. » Sébastien ouvrit l'enveloppe et déplia la feuille. Son visage se durcit légèrement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara. « Une lettre de ma mère, » répondit-il d'une voix neutre. « Elle félicite pour la naissance de Léa, et elle dit qu'elle aimerait la rencontrer un jour, si nous le permettons. » Clara regarda Sébastien, puis Léa qui dormait paisiblement. « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Je pense, » dit Sébastien en repliant soigneusement la lettre, « que Léa décidera elle-même quand elle sera assez grande. Pour l'instant, nous avons tout l'amour dont elle a besoin. » Henri approuva d'un hochement de tête. « La sagesse d'un père, votre fille a de la chance. » L'après-midi toucha à sa fin dans une atmosphère de paix profonde. Margot et Henri finirent par partir, laissant la nouvelle famille seule avec ce moment précieux. Sébastien s'allongea délicatement près de Clara sur le lit étroit, passant un bras protecteur autour d'elle et de Léa. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce matin-là dans mon bureau ?» murmura Clara. « Que tu avais peur de répéter les erreurs de ton père. Anamache, regarde-toi maintenant. Tu es exactement le père que Léa mérite. Patient, aimant, présent. » Sébastien déposa un baiser sur ses cheveux. « C'est grâce à vous deux. Vous m'avez appris ce qu'était vraiment une famille. » Par la fenêtre, Paris s'étendait sous le soleil couchant. Quelque part dans cette ville, d'autres histoires d'amour naissaient, d'autres couples se cherchaient, d'autres familles se construisaient. Mais dans cette chambre d'hôpital, Clara, Sébastien et Léa avaient trouvé leur bonheur parfait. « Je t'aime », murmura Clara en fermant les yeux. « Nous t'aimons », répondit Sébastien en regardant leur fille qui souriait dans son sommeil. Et dehors, la vie continuait, mais pour eux, tout venait de vraiment commencer. Jardin de la maison de Neuilly, septembre 2029. Le rire cristallin de Léa résonnait dans le jardin, tandis qu'elle courait entre les rosiers, poursuivie par son petit frère Hugo, âgé de 2 ans et demi. Clara les observait depuis la terrasse, un sourire attendri aux lèvres, tout en berçant doucement Camille, leur benjamine de 6 mois.
Papa, papa !» cria Léa en apercevant Sébastien, qui rentrait du bureau, sa mallette à la main et sa cravate légèrement desserrée. « Regarde, j'ai appris à faire la roue. » À 5 ans, Léa Delval était un parfait mélange de ses parents, les yeux gris-bleus de son père, la détermination tranquille de sa mère et une personnalité bien trempée qui faisait déjà le bonheur et le désespoir de ses institutrices. « Montre-moi ça, ma princesse », dit Sébastien en posant sa mallette et en s'agenouillant dans l'herbe, ignorant complètement son costume sur mesure. Hugo, avec ses boucles brunes héritées de Clara, tentait d'imiter sa grande sœur avec plus d'enthousiasme que de technique. Sébastien le rattrapa juste avant qu'il ne s'étale dans les pensées violettes. « Doucement, mon champion, tu y arriveras quand tu seras plus grand. » Clara sourit en regardant cette scène quotidienne qui ne perdait jamais de sa magie. 5 ans plus tôt, jamais elle n'aurait imaginé cette vie. Cette maison remplie de rires d'enfants, cet homme qui avait troqué ses soirées au bureau contre les histoires du soir, cette paix profonde qui habitait désormais son cœur. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle quand Sébastien la rejoignit sur la terrasse, après avoir installé les 2 aînés devant un puzzle dans le salon. « Productive. Les négociations avec le laboratoire suédois avancent bien. Et toi, Camille a été sage ?»« Un ange. Elle commence à faire ses nuits. » Clara passa Camille dans les bras de son père, qui la reçut avec cette tendresse naturelle qu'elle lui connaissait maintenant. « Oh, et j'ai eu Margot au téléphone. Elle a une nouvelle à nous annoncer. Bonne ou mauvaise ? Excellente. Elle épouse Jean-Luc le printemps prochain, et elle nous demande d'être témoin. » Sébastien sourit. Margot mérite d'être heureuse. Jean-Luc est un homme bien. Ils restèrent quelques minutes en silence, savourant cette fin de journée paisible. Au loin, les cloches de l'église de Neuilly sonnaient 18 heures. « Sébastien, » dit soudain Clara, « il y a quelque chose dont je voulais te parler. » Le ton de sa voix le fit se tourner vers elle, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» Clara sortit une enveloppe de sa poche. Une enveloppe qu'elle reconnaissait parfaitement. Le papier crème de luxe. L'écriture élégante à l'ancienne. « Ta mère a écrit. » Encore. Sébastien soupira. Depuis la naissance de Léa, Brigitte Delval envoyait régulièrement des lettres. Jamais de demandes pressantes, jamais de reproches, mais des nouvelles discrètes, des photos de sa villa de Nice, et toujours, en filigrane, l'espoir d'un rapprochement. Qu'est-ce qu'elle dit cette fois? Qu'elle aimerait nous inviter pour les vacances de la Toussaint, qu'elle a transformé une aile de sa villa en appartement pour famille, et, Clara hésita, et qu'elle a commencé à suivre une thérapie pour, je cite, « comprendre ses erreurs du passé ». Sébastien caressa la joue de Camille, réfléchissant. « Qu'est-ce que tu en penses ?»« Je pense que Léa commence à poser des questions sur sa grand-mère paternelle. Hugo aussi. Et je pense que... » Clara prit une profonde inspiration. « Je pense que notre bonheur est assez solide maintenant pour survivre à quelques jours avec elle. » Sébastien la regarda longuement. « Tu es sûr? Après tout ce qu'elle nous a fait subir? Justement, nous avons survécu au pire. Nous nous sommes construits malgré elle. Maintenant, si elle veut vraiment faire amende honorable... » Clara haussa les épaules. « Les enfants méritent de connaître toute leur famille, même les parties imparfaites. » À cet instant, Léa apparut sur la terrasse, traînant son doudou licorne derrière elle. « Maman, grand-père Henri vient quand ?»« Demain, ma chérie, pour ton cours de piano du samedi, tu te souviens ?» Léa hocha la tête avec sérieux. À 75 ans, Henri Veyron était devenu l'incarnation parfaite du grand-père gâteau. Il venait chaque week-end, apportant des livres pour Léa, des jouets pour Hugo, et cette sagesse tranquille qui avait tant manqué à Sébastien dans sa propre enfance. « Papa, » dit Léa en grimpant sur ses genoux, faisant rire Camille, « pourquoi on n'a qu'un seul grand-père? Mes copines en ont 2. » Sébastien et Clara échangèrent un regard. Le moment était venu. « Tu sais, ma princesse, tu as aussi une grand-mère. Elle vit loin d'ici, mais elle aimerait beaucoup te rencontrer. »« Vraiment? Elle est gentille? »« Elle apprend à l'être, » répondit Sébastien diplomatiquement. « Qu'est-ce que tu dirais si on allait la voir pendant les vacances ?» Léa réfléchit avec ce sérieux qui la caractérisait. « Est-ce qu'elle fait des gâteaux comme grand-père Henri? » « Je ne sais pas. On découvrira ensemble. »« D'accord. Et Hugo et Camille viennent aussi ?»« Bien sûr. Les familles voyagent ensemble. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Clara et Sébastien se retrouvèrent dans leur chambre, face aux baies vitrées qui donnaient sur Paris illuminé. « Tu crois qu'on fait le bon choix ?» demanda Sébastien en l'enlaçant par derrière. « Je ne sais pas, » avoua Clara. « Mais nos enfants nous verront essayer. C'est important qu'ils comprennent que l'amour, parfois, c'est donner une seconde chance, même quand c'est difficile. »« Une seconde chance, » répéta Sébastien, « comme celle que tu m'as donnée quand j'ai découvert ta grossesse. Comme celle que tu m'as donnée en me pardonnant de t'avoir caché la vérité. » Il la fit se retourner et plongea son regard dans le sien.
5 ans de mariage, 3 enfants, une entreprise florissante, et il la regardait encore comme au premier jour. « Je t'aime, Clara Delval, plus chaque jour. Moi aussi je t'aime, nous tous. » Dans le babyphone, ils entendirent Camille remuer dans son sommeil, puis le silence revint. Leurs 3 enfants dormaient paisiblement, protégés par cet amour qui avait triomphé de tous les obstacles. Demain, ils répondraient à Brigitte Delval. Ils donneraient une chance au pardon, à la réconciliation, à la guérison des blessures familiales. Pas pour elles, mais pour leurs enfants, pour leur apprendre que l'amour véritable est assez fort pour survivre aux tempêtes et assez généreux pour offrir de nouveaux commencements. Et si cette réconciliation échouait, eh bien ils rentreraient chez eux, dans cette maison remplie d'amour, et ils continueraient à construire leur bonheur, ensemble. Parce que c'était ça, finalement, le vrai secret de leur histoire, avoir compris que l'amour ne se trouve pas dans la perfection, mais dans le choix quotidien de se choisir, encore et encore, malgré les difficultés. Fin. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Clara? Imaginez découvrir que vous êtes enceinte de votre patron milliardaire après une seule nuit de vulnérabilité. Auriez-vous tout révélé immédiatement, au risque d'être perçu comme une opportuniste? Ou auriez-vous caché cette grossesse pour protéger votre dignité, comme l'a fait Clara? Et si vous étiez Sébastien, pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui vous a caché pendant 7 longs mois que vous alliez devenir père? Ou le véritable amour triomphe-t-il de toute blessure? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.